pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés, c'est le résumé de l'info numéro 16 du 23 juillet 2025. Alors vraiment, il faut s'arrêter sur ces groupes commandos qui sont à Pokrovsk. C'est des groupes commandos russes qui combattent des Ukrainiens à Pokrovsk. Regardez. Ебать, тут, сука, пидорасы уже! Налево! La voiture s'arrête. C'est une voiture ukrainienne qui a été prise dans une embuscade russe en plein Pokrovsk. La voiture s'arrête. Il y a un mort, plusieurs blessés. Voilà. Voilà cette putain de guerre qui continue. Mais les Russes, finalement, ont réussi, commencent à arriver dans Pokrovsk. Après tant de mois d'efforts pour y arriver. Bon, ils vont mettre combien de temps? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que M. Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, est arrivé à Kiev hier. Il a dû faire une drôle de tête quand même. Bon, c'est pas bon. Alors peut-être qu'il a conseillé à M. Zelensky de s'en aller. Ça serait sage. Bon, le résumé de l'info numéro 16, bonne lecture, au revoir. Bulletin d'information en Ukraine au 22 juillet 2025, où les raids de drones et les bombardements russes sur l'Ukraine se poursuivent. Le matin du 21 juillet, la ville de Kiev a été bombardée, notamment par 2 missiles Kinjal. Les villes de Ivano-Frankivsk et de Kharkov ont également été bombardées. Le 17 juillet, un nouvel échange de corps de militaires décédés a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine. Au total et jusqu'au 17 juillet 2025, la Russie a remis 14 850 corps de militaires ukrainiens et de son côté, l'Ukraine a remis donc aux Russes 1505 corps de soldats russes donc tués. Les États-Unis et les Allemands auraient trouvé un accord afin de transférer à l'Ukraine 5 systèmes Patriot. Cela reste à confirmer. Et hier, un drone ukrainien a touché une usine pétrochimique de traitement de gaz en Russie. Und ich hatte mal gelesen, dass Sie auch mal versucht haben, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Hatten Sie mittlerweile mal Kontakt mit Zelensky? Peinlich darüber zu sprechen. Leider Selbstverwaltung, leider. Ich habe Kontakt mit allen, aber Zelensky leider hat keinen Kontakt mit Selbstverwaltung in der Ukraine, auch keinen mit Bürgermeister von Hauptstadt. Finden Sie das schade? Das ist nicht klug. Donc je vais dézoomer pour bien vous montrer. On se situe ici dans le saillant russe, donc entre Pokrovsk, qui se situe ici, et Konstantinivka. Donc dans ce saillant ici, les Russes ont terminé de sécuriser le village de Popivyar, qui est donc à présent sous leur contrôle, et ce depuis hier. Et d'ailleurs, hier dans la journée, l'infanterie russe est de nouveau passée à l'attaque dans ce secteur jusque dans le village de Poltavka, puisque ici, plusieurs positions de leur armée ont été bombardées dans ce même village. On se déplace vers l'ouest. Là également, on note des avancées russes en direction du village de Mayak, ainsi qu'à l'ouest de Fedorivka. Le village de Novoe Konomichnie ici reste disputé. La partie ouest est sous contrôle ukrainienne et la partie est est sous contrôle des Russes. Et ici, dans la zone grise, une position ukrainienne a été bombardée le 20 juillet, juste à l'est d'une position fortifiée, donc qui se trouve ici et qui est donc actuellement sous contrôle des Ukrainiens. Mais je le répète, ici, malgré les fortifications, l'armée ukrainienne manque de soldats pour pouvoir les défendre. Donc je dézoome, nous arrivons maintenant dans le secteur de Pokrovsk, où au nord ici, les Russes ont bombardé ce secteur exactement de la ville de Rodinsky avec des FAB le 17 juillet. Et sur la ligne de front, les Russes ont sécurisé les abords nord du village de Shevchenko. Et leur infanterie ici a été aperçue hier en train de faire mouvement
dans ce secteur exactement, en direction de Leonotovici. Ensuite, une vidéo a été publiée en date du 18 juillet, où l'on voit un pick-up ukrainien progresser le long de cet axe et être pris à partie par des tirs d'armes légères, ce qui sous-entend qu'il y a des groupes de reconnaissance russes qui opèrent déjà dans la ville de Pokrovsk, puisque comme vous pouvez le constater, la ville est ici, cet axe se situe dans la partie sud de la ville. Et dans cette vidéo, donc, le pick-up ukrainien à bord duquel se trouvaient 3 soldats ukrainiens donc étaient pris à partie. Un de ces soldats a été tué et les 2 autres ont pu quitter le véhicule qui a été abandonné ici, exactement. Well, we're thankful to President Macron. I'm thankful to Emmanuel. Best regards to him for his support. I think 2 days ago we had conversation with the President Macron and we decided some very important issues which I want to discuss with you now bilaterally. Welcome. Well, thank you very much, Mr. President. Thank you for your hospitality. As you discussed with President Macron, we are now in a somewhat better place than what we could have expected a few months back because of an important sequence of events, including the Reconstruction Conference in Rome, the meeting of the coalition of the willing, the recent announcements by President Trump, and the adoption last Thursday of a massive sanction package of the Europeans against Russia. Volodymyr Zelensky a fait une réforme de son gouvernement. Et il a changé un petit peu les sièges de son gouvernement. Le plus important, c'était de remplacer le ministre de la Défense, Umarov, et de décider qu'Umarov serait envoyé à Washington comme ambassadeur. Et Umarov, qui était ministre de la Défense, mais qui était aussi le chef de la délégation de négociation à Istanbul. Et apparemment, les Américains ont refusé ça. Ils ont refusé que Umarov aille à Washington et ils ont voulu qu'Umarov revienne à la table des négociations avec les Russes. Et ça montre que les Américains veulent maintenant qu'il y ait une solution, et cette solution, ils commencent à comprendre qu'ils ne pourront pas simplement forcer Vladimir Poutine à accepter la position américaine. Et maintenant, ils constatent qu'il faut faire avec les Russes, il faut faire avec la situation qu'on a sur le terrain, il faut faire avec le fait qu'on n'a pas de levier sur la politique russe en la matière, et que par conséquent, eh bien, il faut maintenant se plier un peu à la situation telle qu'elle est et non pas comme la situation telle qu'on voudrait qu'elle soit. La venue de Jean-Noël Barrot, ça c'est le deuxième aspect à Kiev, pour en fait ne rien dire, à part avoir pris le train, l'avion et le train ensuite pour Kiev, avoir rencontré Volodymyr Zelensky, c'est absolument rien passé. Le seul élément de communication, c'est de dire qu'il soutient l'Ukraine et qu'il soutient le nouveau paquet de sanctions. Mais en fait, il a fait du Jean-Noël Barrot, c'est-à-dire qu'il se balade et il prend l'air sévère devant les caméras, mais en réalité, il a, comme son prédécesseur d'ailleurs, Sébastien Séjourné, il a des petits bras et il n'est pas capable en réalité des moyens de ses ambitions. Il n'a pas les moyens de ses ambitions. Il voudrait faire mal à la Russie, il voudrait combattre la Russie, mais il n'a absolument rien pour faire la guerre à la Russie. Voilà. Il n'a que des mots et que des rodomontades devant les caméras ukrainiennes et les caméras des médias européens. Voilà, donc il y a quand même une annonce qui reprend ce qui avait été dit il y a 2 mois, c'est que les Français vont aider les Ukrainiens à produire des drones. Et en réalité, c'est les Français qui ont besoin de drones. Donc ce qu'on lit quand on gratte un peu, c'est que les Ukrainiens, les usines ukrainiennes vont produire des drones, vont vendre des drones à l'armée française. Voilà, puisque je le redis, on en a parlé aussi, les Français et les Européens cherchent à remplacer l'aide militaire américaine qui diminue. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les usines capables de produire, et qu'aujourd'hui, plutôt que de construire des usines de drones, en particulier ces drones kamikazes qui sont aujourd'hui un peu les maîtres sur le champ de bataille,
comme on est incapable de construire des usines en France, eh bien, on va les construire en Ukraine, on va acheter de la production aux Ukrainiens. À savoir que les régions de Dnipro et la ville d'Odessa ont été attaquées et touchées par des guérades la nuit dernière. Donc voilà pour les informations donc essentielles. Donc en résumé, on note des avancées ukrainiennes et russes sur le front de Soumy, même si les avancées russes sur cette partie du front sont bien plus importantes. Les Russes ont également consolidé leur position autour de Milovier, donc ça c'est dans l'oblast de Kharkov, juste à la frontière avec l'oblast de Belgorod. Dans cette oblast de Belgorod, les Russes ici ont perdu 2 radars de système S-400. On note des avancées de leur armée également sur les fronts de Siversk, à Toretsk, à Donetsk et enfin à Dnipro. A noter qu'il y a une attaque en cours sur le front de Zaporizhia et plus précisément dans le village de Mala Tokmachka. Et concernant les chiffres donc, que vous voyez apparaître ici, donc, le premier chiffre correspond aux gains territoriaux sur le front du Donbass et les chiffres entre parenthèses correspondent aux gains de terrain sur les fronts de Koursk, Soumy et Belgorod. Ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Le Royaume-Uni a annoncé hier sanctionner 135 navires soupçonnés de faire partie de cette flotte fantôme russe qui contourne donc les restrictions occidentales. On en a beaucoup parlé ici. Vendredi déjà, donc l'Union européenne avait annoncé de premières mesures. Dans un 18e paquet de sanctions contre la Russie, effectivement, depuis fin 2022, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont pris des mesures pour limiter les revenus russes de pétrole en plafonnant d'abord le prix du baril russe à $60, prix qui est aujourd'hui fixé même 15% en dessous du prix du marché, soit $47,60 le baril, ce qui fait environ 41 €. Mais très vite, la Russie a trouvé la parade, elle met en place cette fameuse flotte fantôme, une flotte parallèle hors radar estimée à 1300 navires au total. L'Union européenne en sanctionne déjà 400, ou désormais 444 précisément. Le Royaume-Uni, plus de 400. En clair, ces tankers n'ont plus le droit d'accoster dans un port européen ou britannique. Ils ne peuvent plus non plus être assurés auprès d'une compagnie d'assurance occidentale. Le problème, Christophe, c'est que ces sanctions, elles posent question parce que cette flotte, elle continue d'opérer. Premier problème, les sanctions occidentales ne sont pas toujours coordonnées. C'est-à-dire que les navires placés sur la liste de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis ne sont pas forcément les mêmes, ce qui permet à certains de mieux les contourner. Et puis cette flotte fantôme, elle est bien rodée. Les cargos battent pavillon dans des pays tiers, le Panama, le Libéria, si bien qu'ils échappent aux restrictions. Ils changent souvent de nom, de propriétaire, de pavillon aussi. Parfois, ils déconnectent leur radar ou brouillent leur localisation GPS. Et puis ils transfèrent leur cargaison d'un navire à l'autre en pleine mer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de ces navires n'ont quasiment rien changé. Ils continuent leur trajet habituel vers des ports indiens ou chinois. Ouais. On va le voir sur un graphique, le voici publié dans le journal Le Monde, qui a suivi 34 navires sous sanction depuis le mois d'avril, à partir des données de Marine Traffic. Et donc on voit que ça continue bien d'opérer toujours dans le même sens. Alors ils opèrent, oui, mais est-ce que ce pétrole russe, il trouve des acheteurs ? Bien sûr, il en trouve, et c'est un peu le problème. L'Inde d'abord, la Chine aussi, surtout, qui en achète beaucoup. La Turquie aussi. Au total, plus de 300 milliards d'euros ont été générés à partir de navires sous sanctions depuis que ces sanctions ont été mises en place. Selon le CREA, qui est le Center for Research on Energy and Clean Energy, qui est un centre basé en Finlande. Et ce qu'on peut voir, c'est que les 135 navires que le Royaume-Uni vient de placer sur la liste, eh bien, ils auraient généré plus de 24 milliards de dollars depuis 2024, selon le ministère des Affaires étrangères britanniques. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que pendant toute cette période, eh bien, les livraisons de pétrole en provenance d'Inde en direction de l'Europe ont bondi de 15%. Autrement dit, eh bien, le pétrole qui part en Inde et qui est raffiné en Inde, il revient en Europe déguisé. Il échappe ainsi à l'embargo, mais finit bien dans les moteurs de certaines voitures européennes. Le 18e paquet de sanctions européen et ce que vient de faire la Russie, le Royaume-Uni aussi tente de colmater cette brèche, mais en attendant, l'économie russe, elle continue de croître en grande partie grâce aux revenus de son pétrole. Et puis un sujet dont on parle peu, c'est que cette flotte fantôme, elle fait planer le risque
dangers environnementaux aussi. Oui, parce que parmi ces 1300 navires, un très grand nombre sont très vieillissants. Leurs opérations de transfert, de cargaison d'un navire à l'autre, le ship-to-ship comme on l'appelle, sont effectivement extrêmement risquées. Ouais, si on prend un navire qui s'appelle le Volgoneft 212, c'est un navire russe qui navigue depuis 1969. Il s'est échoué, on le voit ici, après une collision mi-décembre avec un autre tanker, créant une marée noire dans le détroit de Kertch, à l'entrée de la mer d'Azov. Les deux navires sont soupçonnés d'avoir cherché à transférer leur cargaison vers un autre navire. Ils transportaient plus de 8000 tonnes de mazout à eux deux. Évidemment, ils n'étaient pas assurés. Effectivement, on est au 18e paquet de sanctions européennes sur la Russie. L'Europe, contrairement aux États-Unis, augmente le nombre de sanctions sur la Russie, alors que les États-Unis, on en a parlé il y a une semaine, ont commencé à lever certaines sanctions sur le secteur financier, en particulier sur les institutions financières, les banques liées à l'industrie nucléaire russe, puisque les Américains travaillent avec les Russes dans le domaine du nucléaire, en particulier ils achètent de l'uranium à la Russie, comme la France d'ailleurs, c'est moins connu. Donc là, un 18e paquet de sanctions. Ce qu'il faut retenir de ces sanctions, pour faire court, c'est un abaissement du prix d'achat du pétrole russe par les Européens, contrairement à la caricature qui en est donnée par les politiques pro-ukrainiens et par les médias pro-ukrainiens. La France continue d'acheter de l'énergie en Russie, que ce soit du pétrole ou du gaz. Simplement, elle le fait, soit directement d'ailleurs, puisqu'il y a des raffineries en Europe, soit indirectement, c'est-à-dire qu'elle achète ce pétrole raffiné par des pays tiers hors Union européenne via des sociétés de trading qui ne sont plus des sociétés russes, qui sont des sociétés soit émiraties, soit genevoises. Et donc, ce nouveau paquet de sanctions, il implique que le prix d'achat, en fait, qui était de $60 le baril pour le pétrole, par exemple, le prix d'achat des Européens du pétrole russe descend à 47,6 $. Donc les Européens continuent à être clients, mais le prix d'achat baisse, en fait, ce qui risque, selon les Européens, de limiter les revenus russes qui vendent leur pétrole via ces sociétés tierces, et peut-être aussi décourager ces sociétés de trading, de commerce de matières premières, de moins vendre les produits pétroliers ou gaziers russes. Bon, ils vont continuer à les vendre, mais ils les vendront moins cher. Voilà. Mais dans la presse américaine, on met en évidence le fait que Zelensky n'a plus du tout le soutien de la population en Ukraine et que Zelensky est en réalité de plus en plus isolé politiquement en Ukraine. Et ici, vous avez cet article d'Owen Matthews dans le Spectator, qui est probablement le plus grand ou le plus important magazine de politique internationale de Grande-Bretagne. Et vous avez un article de Seymour Hersh, qui est probablement un peu exagéré, mais qui dit c'est la fin de Zelensky. Alors, je ne pense pas que ce soit exactement la fin de Zelensky, je pense qu'on n'en est encore pas là. Néanmoins, on voit que la position de Zelensky s'affaiblit de jour en jour en Ukraine et que par conséquent, il faut se dépêcher de trouver une solution et que probablement la solution, c'est que Zelensky reprenne le contrôle sur les négociations qu'il y a. Et c'est la raison pour laquelle, le 19 juillet, vous avez Zelensky qui, cette fois-ci, propose de reprendre les négociations de paix avec la Russie et a décidé cette semaine qu'il enverrait une délégation à Istanbul. Volodymyr Zelensky l'appelait de ses voeux depuis plusieurs jours. C'est désormais chose faite. De nouveau pourparlers de paix entre officiels russes et ukrainiens se tiendront mercredi en Turquie. Un troisième round de négociations en 2 mois, après les discussions d'Istanbul mi-mai et début juin. Nous comprenons tous que des négociations véritablement efficaces ne peuvent se dérouler qu'au niveau des dirigeants.
Nos représentants préparent actuellement au moins un nouvel échange avec la Russie et le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Rustem Umerov, a suggéré à la partie russe d'organiser une nouvelle réunion de représentants en Turquie. Pour le Kremlin, qui s'est exprimé par l'intermédiaire de son porte-parole Dmitri Peskov, les propositions de paix russes et ukrainiennes restent diamétralement opposées. En visite en Ukraine, Jean-Noël Barrot est venu réaffirmer le soutien de Paris à Kiev. Le chef de la diplomatie française a parlé coopération militaire avec le président Zelensky et s'est aussi rendu à Tchernobyl pour inspecter les travaux de réparation de l'arche de confinement de la centrale, endommagée en février dernier. Il appelle Vladimir Poutine à revoir sa copie s'il veut parvenir à un cessez-le-feu. Les exigences maximalistes de la Russie sont connues, elles sont inacceptables. Les discussions doivent s'engager, mais sur une base qui respecte les intérêts des deux parties. Parce que la diplomatie, ça n'est pas la soumission. Faute de diplomatie, c'est bien la guerre qui se poursuit. Plus de 400 drones et une vingtaine de missiles lancés par Moscou en quelques heures, et des répliques de l'armée ukrainienne sur le territoire russe. Lundi, l'armée russe a indiqué avoir abattu plus de 100 drones ukrainiens. Comme je l'ai dit, la situation se dégrade. On voit que les Européens sont à court de ressources militaires et d'armement pour les fournir à l'Ukraine, que les ressources financières aussi commencent à faire défaut. Vous avez de nombreux pays d'ailleurs qui sont aujourd'hui opposés à cette idée des 5% de défense du PIB, qui disent qu'ils n'y arriveront pas, tout simplement, et que c'est une situation qu'on a finalement adoptée dans le cadre de l'OTAN, mais qui en réalité ils ne seront pas capables de tenir. Donc on voit bien que les pays européens sont actuellement avec le couteau sous la gorge. Et donc la nécessité d'arriver dans une négociation devient de plus en plus grande. Et je vous rappelle vers la fin juin de cette année, les Russes avaient incité les Ukrainiens à reprendre les négociations d'Istanbul qu'ils avaient abandonné en quelque sorte, puisque les Ukrainiens considéraient que ces négociations conduisaient nulle part, dans la mesure où l'idée des Ukrainiens, c'est d'avoir un cessez-le-feu, c'est-à-dire de geler le conflit pour avoir un cessez-le-feu, alors que les Russes, eux, veulent un processus de paix, et dans lequel il pourrait y avoir un cessez-le-feu, mais il doit y avoir un processus de paix qui encadre ce cessez-le-feu. Et ça, ce processus de paix, les Ukrainiens n'en veulent pas. Et donc, le 19 juin, la Russie avait dit qu'ils souhaitaient reprendre les négociations. Ils avaient dit qu'ils enverraient une délégation le 22 juin à Istanbul. Évidemment, les Ukrainiens n'ont pas répondu à ça. Il n'y a pas eu de délégation qui est venue, donc rien eu du tout. Et Vladimir Poutine, j'y arriverai, a essayé d'insister pour avoir ça. Et vous remarquez que, d'ailleurs, tous ces discours de Vladimir Poutine sont repris dans la presse ukrainienne. Ils n'ont pratiquement pas été repris dans la presse occidentale parce que personne en Occident ne veut montrer ou exhiber le fait que les Ukrainiens ne veulent pas reprendre les négociations en réalité. C'est ça qui se passe. Et par conséquent, on essaye toujours de dire que c'est les Russes qui ne veulent pas négocier, mais on évite de dire que c'est les Ukrainiens qui en réalité ne veulent pas négocier. Ce nouveau paquet, il était attendu parce que, en réalité, l'Europe n'a qu'un seul moyen de pression sur la Russie, c'est des sanctions économiques. Pour le reste, elle n'a pas grand-chose dans sa manche. Et donc, c'est le 18e paquet de sanctions en 3 ans. On ne peut pas dire que ces sanctions sont indolores pour la Russie. Il est évident qu'il y a un effet et que, la Russie s'en passerait bien. D'un autre côté, les Russes, dans l'adversité, maîtrisant parfaitement le système D,
et sachant et une capacité d'adaptation assez grande, et surtout des alliés des pays tiers qui leur permettent de contourner les sanctions, ont largement atténué l'effet des sanctions. Il y a un effet, mais si la Russie était absolument seule, isolée dans le monde, il est vraisemblable que l'effet serait décuplé. Malheureusement pour les Européens, et c'est peu connu parce que ces pays sont très discrets sur leur aide à la Russie, les Russes peuvent compter sur les Émirats du Golfe, sur l'Inde, sur la Chine et sur une constellation de pays d'Asie centrale, par exemple, la Turquie aussi, qui leur permettent de contourner ces sanctions économiques, qui leur permettent d'importer toujours à peu près ce qu'ils veulent en Russie, de soutenir l'économie russe. Ils ont de nouveaux débouchés puisque les pertes enregistrées par la baisse des commandes européennes dans les matières premières, notamment en pétrole et en gaz, sont compensées en grande partie, pas en totalité, mais en grande partie, par les achats de l'Inde et de la Chine qui, eux, ont augmenté. On est donc dans une situation où les Occidentaux, finalement, ne sont plus en mesure de dicter l'agenda de ce qui se passe en Ukraine. C'est vraiment les Russes qui l'ont. Et la seule chose que puissent faire les Occidentaux maintenant, c'est en fait créer une situation qu'on appellerait en échec, dans les jeux d'échecs, on appelle ça une situation de patte, non pas de maths, mais de patte, c'est-à-dire une situation où aucun des deux acteurs ne peut bouger, si vous voulez. Alors, je pense que c'est un vœu pieux de la part des Occidentaux parce que on arrivera à cette situation de patte, je pense, qu'à partir du moment où les Russes auront atteint le Dniepr, auront envahi, auraient, devrais-je dire, parce qu'on ne sait pas s'ils vont le faire, ni même s'ils ont l'intention de le faire, mais on aurait une situation de patte si les Russes se trouvent, si vous voulez, à la frontière de l'Ukraine occidentale. Yesterday, as you all know, we celebrated 6 months of the Trump administration. It's been a pleasure to work with all of you day in and day out here at the White House. 6 months, the most transparent administration in history, if I may add. And I know the president just wanted me to highlight his accomplishments over the past 6 months. As you all remember, because you all covered it on the campaign trail, the president really promised the American people many things, but at the top of that list was to defeat the Biden inflation crisis and to secure our border and our homeland. And I think you've all seen in 6 months' time, the president has delivered on those two core campaign promises. Inflation is now running at a 2.1% annual rate. You look at our southern border, look at the numbers. Just last month, 0 illegal aliens were released into our country. And then look at what the president has done on the world stage. He has ended wars like India and Pakistan. He continues to work aggressively to end the war in Russia and Ukraine. He completely obliterated Iran's nuclear sites. He has continued to hopefully negotiate a ceasefire between Israel and Gaza to end that conflict and release all of the hostages. We've seen many of the hostages released as a result of this president's efforts. And this president is working around the clock every day to deliver on the promises he made. You also look at some of the cultural issues, to abolish DEI from our federal government and our military, to effectively end men and women's sports, which is a huge common sense policy that the American people support. And then if you look at the president's strong executive orders that have effectively ended the chemical castration of young children in our country. Just today, Washington, D.C. Children's Hospital in this city has announced they are no longer going to be prescribing puberty blockers to minors. This is a huge win for America and our children. There's certainly more work to do, and the president is doing it right now, and he will continue for the next 3.5 years, but certainly we've accomplished so much in just 6 months. Nous sommes au petit matin dans la ville de Volgograd, sur la rive droite du fleuve Volga, comme son nom l'indique. Il y a environ 80 ans, cette ville était connue sous un autre nom, Stalingrad. C'est ici que s'est sans doute déroulée la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité.
Pendant certaines périodes de cette grande bataille, jusqu'à 2 millions de personnes, jusqu'à 2000 chars, 2000 avions et jusqu'à 26 000 canons et mortiers ont participé des deux côtés. Les opérations militaires se sont déroulées sur une zone de plus de 100 000 km². Elle a duré 7 mois, de juillet 1942 à février 1943, se terminant par une défaite écrasante des armées allemandes. 2 millions de personnes ont péri ici, sur les rives du fleuve Volga. En 1942, le fleuve Volga était une bouée de sauvetage pour la ville assiégée de Stalingrad. Des centaines, voire des milliers de petits navires et bateaux transportés tout au long de la ville avaient besoin d'une rive à l'autre. Munitions, armes, fusils, combattants. Pour de nombreuses personnes qui entreprenaient ce périple, c'était un voyage sans retour. En juillet 1942, Alexandre Eremin, âgé de 14 ans, fut nommé capitaine d'un petit bateau qui transportait des provisions entre les deux rives de la Volga. Il n'y avait personne de plus âgé que lui pour accomplir cette tâche. Alexandre a maintenant 95 ans, mais se souvient encore très bien de certaines des horreurs de cette époque. Nous sommes allés accoster là-bas, dans le quartier de Tatianka, à Stalingrad. Nous arrivions à Tatianka et mon père a arrêté les moteurs du bateau. Nous avons entendu des enfants pleurer. De la fumée noire s'élevait et au-delà de la fumée, il y avait des coups de feu. Lorsque la fumée noire s'est dissipée, nous avons vu un bateau arriver. Pas de rame, des personnes âgées à l'intérieur, des enfants pleuraient. 2 d'entre eux essayaient de pagayer avec leurs mains, l'un s'accrochait d'un côté du bateau et l'autre de l'autre côté. Tout ce qui se passait à l'époque sur le champ de bataille était visible depuis cette colline, Mamayev Kurgan. C'est ici que des centaines de milliers de soldats ont péri lorsque la colline passait d'un camp à l'autre, entre les Allemands et les Soviétiques, d'innombrables fois. Mamayev Kurgan abrite aujourd'hui l'installation La Mère Patrie, l'une des plus grandes statues du monde. Des milliers de personnes visitent ce complexe mémorial chaque jour. À la veille du défilé du 9 mai, il y avait encore plus de monde que d'habitude. Plus bas, au centre-ville, des habitants se rassemblaient pour une répétition du défilé militaire du 9 mai. Il est très difficile d'imaginer un endroit plus approprié pour que la Russie célèbre le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe que Volgograd, anciennement Stalingrad. Fierté, souvenir et détermination se lisaient facilement sur les visages des gens. L'apparence actuelle de la ville est l'une des raisons de cette fierté. À l'époque, pas un seul bâtiment n'avait été épargné par la guerre dévastatrice. Immédiatement après la bataille de Stalingrad, en fait 2 mois plus tard, le gouvernement avait déjà adopté une résolution sur la restauration de Stalingrad. Il stipulait déjà que les usines et les quartiers résidentiels devaient être restaurés en même temps. Au printemps 1943, des architectes de renom sont arrivés à Stalingrad. Ils ont examiné et analysé la situation dans la ville et cette même année, les travaux de conception de la nouvelle ville ont commencé. C'est l'une des raisons pour lesquelles Volgograd est si belle aujourd'hui. Et les jeunes y voient leur avenir sans oublier le passé. Cette période et son histoire militaire et son passé nous montrent que la force d'esprit est une partie très importante dans le développement de toute l'histoire. Et nous voyons de grandes perspectives pour la ville. Il y a beaucoup de bonnes personnes ici. Il y a d'excellents établissements d'enseignement ici. Il y a un bon environnement ici pour développer nos entreprises et développer l'industrie. Artyom est le directeur d'une des entreprises qui portent l'avenir de Volgograd. Son entreprise fabrique des imprimantes appelées 5D, capables de créer des objets d'une résistance et de formes incroyables. Une petite partie de ce que leurs imprimantes peuvent réellement fabriquer va de minuscules détails délicats, comme celui-ci, à des pièces industrielles très complexes, comme celle-ci, en passant par cette boule plastique 3D extrêmement légère. Artyom, son entreprise et Volgograd sont des preuves de la résilience humaine. Ils se sont relevés des cendres d'une ville détruite et une nouvelle génération y a insufflé un souffle de vie nouveau. Vous pouvez
procéder à un rappel des faits pour qu'on comprenne bien dans quelle histoire on s'inscrit. Oui, alors nous on a appelé ça au journal, parce qu'on aime bien mettre des mots clairs sur des situations qui peuvent paraître compliquées à un certain nombre de personnes, on a appelé ça la mafia du CO2. La mafia du CO2 et l'affaire dite du CO2 ou des quotas carbone, pour le dire rapidement, c'est tout simplement la plus grande escroquerie que la France ait jamais connue de toute son histoire. C'est-à-dire que, profitant d'une nouvelle législation et de la création d'une bourse environnementale pour lutter contre les gaz à effet de serre liés au protocole de Kyoto, toute une camarilla d'escrocs ont réussi en moins de 8 mois à détourner dans les poches de l'État, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui nous regardent et tous ceux qui payent des impôts, au bas mot 1,7 milliard d'euros. Ça, c'est le côté plus grande escroquerie que la France ait jamais connue. Mais dans le sillage de cette affaire financière, il y a eu des gens qui ont été refroidis. Au moins 4 ou 5 cadavres liés directement ou indirectement aux acteurs, à l'argent, aux intrigues du CO2. Et puis on a découvert des liens particuliers, on va dire, avec certains policiers. Et puis on a découvert un État totalement aveugle, négligent, peut-être même complaisant vis-à-vis de cette fraude pourtant historique. Et de fil en aiguille, avec Dove et le quotidien Haaretz, on a découvert des liens entre certains des acteurs principaux. Le parquet les appelle les maîtres du CO2, les juges les appellent les organisateurs, les cerveaux, des liens très forts, notamment l'un d'entre eux, vous l'avez cité tout à l'heure, Arnaud Mimran, avec l'actuel Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Ce qui veut donc dire que depuis au moins 2002-2003, Arnaud Mimran, qui est le seul à être noté dans ce carnet sous son seul prénom, Arnaud, ce qui en dit déjà très long sur la proximité entre les deux hommes, fait partie de ses plus grands donateurs de par le monde, et ce qui vient donc nuancer les démentis de Netanyahou, qui aujourd'hui dit qu'il n'a reçu d'Arnaud Mimran que 40 000 $. Vu ce qu'est le train de vie du couple Netanyahou, son goût du luxe immodéré, c'est l'objet de beaucoup d'enquêtes journalistiques et judiciaires en Israël, et surtout le besoin de financement politique, je ne crois pas que pour 40 000 $, on puisse faire partie des plus grands donateurs dans le monde de M. Netanyahou. Ça a été raconté dans les journaux israéliens. Alors, quelle va être la prochaine étape, les prochaines étapes dans cette affaire ? En fait, avec Dove et la joint venture que nous avons montée éditorialement, en fait, on se rend compte que Netanyahou, en quelque sorte, s'est tendu le propre piège tout seul, comme un grand garçon dans lequel il risque de tomber, avec ses démentis successifs qui sont complètement baroques. Moi, on n'est pas prophète, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sent bien que cette affaire qui était, inaccessible, c'était quasiment un défi cognitif pour un certain nombre de lecteurs, devient aujourd'hui, et là je parle vraiment sous le contrôle de Dove qui connaît 1000 fois ça mieux que moi, devient un vrai danger judiciaire, je ne sais pas, on verra, mais politique au point peut-être que Netanyahou ne puisse pas tenir ou que ce soit une sorte de goutte d'eau qui fasse venir déborder le vase de la politique israélienne le concernant. Oui, tout à fait. Oui, je vous en prie, Dove. Je pense, sur votre question, qu'il y a 3 narrations possibles. Il y a la version d'Arnaud Mimran, il y a la version de Netanyahou, et il y a la vérité. Et je pense que Fabrice et moi vont l'atteindre, au fond. Merci. Peut-être une dernière question sur, là aussi, les conséquences en France, parce qu'on a évoqué cette somme colossale, 1,7 million d'euros. À l'époque, c'était Christine Lagarde, c'était Éric Woerth. Dont on racontera comment ils ont peu réagi, certaines pudeurs dans la réaction qui a, de fait, par son absence, permis la fraude. Le procès de la filière Mimran, appelons-la comme ça, a eu lieu, s'est terminé fin mai. Le procureur de la République, qui a dit qu'on avait volé scandaleusement l'argent du peuple français dans cette affaire, a réclamé le maximum contre Arnaud Mimran, 10 ans de prison ferme, les menottes au moment du délibéré, le jugement qui aura lieu le 7 juillet, et la ruine, c'est-à-dire la saisie de tout son patrimoine connu par la justice. Y aura-t-il des enquêtes judiciaires sur les liens
très étonnant et incestueux entre la mafia du CO2 et certains agents de la police française, voire même de services de renseignement. Y aura-t-il des suites sur le comportement de l'État vis-à-vis de cette affaire, bien qu'il y ait encore beaucoup de questions sans réponse qui sont posées, et voilà, sur les conséquences, par ailleurs, un peu le côté House of Cards international, c'est-à-dire qu'avec cette affaire, on a avec Netanyahou le côté House of Cards, avec la police le côté Serpico, avec le côté les meurtres, on a quasiment les affranchis, et puis sur le CO2, on a le loup de Wall Street, quoi. Donc franchement, on a une histoire géniale. Il y en a pour tous les goûts. C'est merveilleux. Voilà, abonnez-vous. Merci à tous les deux. Merci Dov Alphon, merci Fabrice Arfi. C'est que l'État d'Israël est un État terroriste, puisqu'il fait pression par la violence sur la population civile pour obtenir un résultat politique, c'est-à-dire pour faire craquer le Hamas. Ce qu'il ne peut pas obtenir, puisqu'on sait très bien que quand tu frappes les populations civiles, Dixit Galula, c'est la dernière chose que tu dois faire, parce que quand tu fais ça, tu ne fais que faire grandir les terroristes. Ici, tu as un cas, et on va terminer là-dessus, sur cet aspect-là, que par exemple, la direction politique d'une guerre contre-insurrectionnelle, c'est que quand tu as un détachement qui arrive près d'un village et que le détachement reçoit une roquette depuis le village qui tue 2 soldats, le chef du détachement dit on va bombarder le village. À ce moment-là, le chef politique, enfin le commissaire politique pose la main sur l'épaule du chef du détachement et dit tu tires pas. Il lui dit pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui tu as 2 terroristes dans le village, mais si tu tires, tu en auras 50. Donc on va pas faire comme ça, on va aller voir le chef de village, on va aller lui dire écoute, on va te refaire ta mairie, on va te refaire ton école, on va louer dans le village pour notre garnison le champ et la maison la plus grande, on va recurer ton puits, et puis on va te verser une belle somme d'argent, et après au moment du thé, on va te demander qui est le terroriste. Et le chef du village va dire c'est mon beau-frère. Donc tu obtiens une victoire dans une guerre dans une guerre contre-insurrectionnelle, en détachant en sortant les poissons de l'eau, puisque les terroristes sont, enfin les résistants, qui sont aussi des terroristes, bien entendu, puisque les deux vont ensemble, comme j'ai expliqué, sont dans la population comme des poissons dans l'eau. Guéric a soulevé le problème en un mot. Aucune armée au monde ne sait gérer une foule. Ça n'existe pas. Des foules énormes dans un territoire concentré. C'est pas le métier des militaires. Une armée, c'est fait pour faire la guerre. C'est pas fait pour contrôler des mouvements de foule plus ou moins pacifiques. Et surtout pas quand dans cette foule, il y a potentiellement des gens pas forcément très gentils. Alors on a d'un côté une armée israélienne dont les soldats ont peur et ils n'ont pas une sympathie particulière pour les gens d'en face, on va dire ça poliment. Et donc ça, vous mettez, le cocktail est là. Donc ça se passe mal, mais ça ne peut pas bien se passer. Aucune armée au monde, même la meilleure armée du monde, et l'armée israélienne est une des meilleures armées du monde dans sa formation, dans ses procédures. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ne peuvent pas faire ça. Voilà, c'est mission impossible. Donc, à mission impossible, résultat souvent catastrophique. Cette guerre n'a plus aucune raison géopolitique, elle n'a plus de raison politique, elle n'a pas de raison sociale, elle n'a plus de raison militaire. Tout ce qui prolonge cette guerre, c'est l'argent et c'est les commissions et c'est les rétrocommissions. C'est ça. Les rétrocommissions. Les fameuses rétrocommissions. Oui. Bien sûr. Et si tu veux, tout notre système pseudo-démocratique qui a visé en fait à déverticaliser le pouvoir, je rappelle que la verticalité du pouvoir, elle est là pour assurer 2 choses qui sont l'essence même du pouvoir pour le peuple, c'est-à-dire l'ordre et la justice. Et la défense des frontières, c'est la 3e. Donc, quand tu as une verticalité du pouvoir qui est émasculée par les systèmes où ce sont les oligarchies, d'abord, il est faux de dire que le pays n'a plus de politique
Il n'a plus de direction, il en a une, mais la direction, c'est en fait la direction commune des oligarchies qu'il dirige. Tu peux dire la deuxième chose, que la fracture sociale devient béante, parce qu'évidemment, le haut de la pyramide s'entend comme les petits vers sur un morceau de viande pour manger tout ce qu'on veut, mais le peuple, lui, il n'existe plus. Et aujourd'hui, dans notre système social, tu n'as qu'à regarder la télévision et les publicités et te demander combien des publicités sont effectivement destinées aux gens qui gagnent le salaire minimum. Tu en as peut-être 5%, tout le reste, des voitures électriques, qui peut sortir une voiture électrique, des beaux vêtements, des parfums. Donc, on a véritablement un système qui a totalement invisibilisé les classes populaires, comme l'a démontré Guy Lui dans tous ses livres. Exactement. Ça, c'est la conséquence, je dirais, de la démocratie dévoyée, bien évidemment. Les civils doivent être protégés, les civils doivent être respectés et ils ne doivent en aucun cas être pris pour cible. La population de Gaza continue de souffrir d'un grave manque de produits de première nécessité. Israël a l'obligation d'autoriser et de faciliter par tous les moyens à sa disposition l'aide humanitaire fournie par l'ONU et d'autres organisations humanitaires. 28 pays ont publié une déclaration commune appelant à la fin immédiate du siège de Gaza par Israël. Parmi ces pays figurent certains qui ont exprimé leur soutien indéfectible à Israël au début du conflit, tels que le Royaume-Uni, la France et l'Australie. La déclaration commune condamne le modèle d'acheminement de l'aide humanitaire mis en place par Israël, le qualifiant de dangereux, et décrit le blocus israélien comme une aide humanitaire au compte-gouttes et un massacre inhumain de civils. Elle ajoute que la proposition d'Israël de déplacer toute la population de Gaza dans une soi-disant ville humanitaire à Rafah est inacceptable. Depuis mai, on signale presque quotidiennement des cas de Palestiniens tués alors qu'ils faisaient la queue pour obtenir de la nourriture. Je rappelle qu'il y a une vidéo que je voudrais retrouver, je t'enverrai si je la retrouve, de Gérard Chevrier, qui est un chien de chasse formidable, qui avait fait une comparaison avec Dresde et qui avait expliqué que, en fait, en gros, la surface de Gaza, c'est la même surface que Dresde, à peu de choses près. À Dresde, il y avait 1 million de personnes. Et à Dresde, on a bombardé pendant 3 jours, avec aussi des bombes au napalm, il faut dire. Oui. On a fait pas mal aussi à l'époque. Et on a fait 250 000 morts en 3 jours. C'est ça. Et là, on n'aurait fait que 60 000 morts en envoyant 80 ou 100 000 tonnes de bombes en 20 mois. Mais on se moque du monde. Bien sûr qu'il se moque du monde. Tonnes de bombes, d'après lui, il y a 400 000 tonnes. Il y a 400 morts. Il y a 400 000 morts. 400 000 morts. Voilà, c'est ce qu'il pense. Et il a trouvé, il était content. Sur 2 millions et quelques, si on n'est pas sur un génocide. Les recherches montrent que un journal américain, soit Guardian ou anglais, a fait la même recherche et a trouvé, avec d'autres méthodes, les mêmes résultats. Mais d'après lui, entre les... Alors, je ne sais pas si là-dedans, il compte les morts de faim, les gamins, les snipers qui tirent en tir libre, parce que la plupart des arrivées dans les hôpitaux, c'est des tirs dans la tête, chez les femmes et les enfants. C'est des tirs dans la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle le tir libre. Donc, on voit un type, on tire dessus, pas dans la tête. Voilà. C'est ça le système. Donc, on tire pour se défendre, merci quoi. Donc, si je veux me défendre contre toi parce que tu es mon ennemi, j'ai commencé par tuer ta femme, tes enfants, toute ta famille, ton père, ta mère. Les troupes terrestres israéliennes ont pénétré pour la première fois dans le centre de la bande de Gaza, à Tahir al-Bala. L'armée israélienne pense que c'est là que les otages pourraient être détenus. Tahir al-Bala est une zone de la bande de Gaza qui n'a pas connu d'opération terrestre majeure ni subi des destructions massives au cours des 21 mois de conflit. Des centaines de Palestiniens ont fui vers l'ouest ou le sud après qu'Israël a émis un ordre d'évacuation. À qui on veut faire croire ça. Donc on est de l'ordre de 400 000 morts et ça je le crois assez. Avec plus de 95% de civils, bien évidemment. Bien évidemment. Et pendant ce temps, les seuls que l'on conserve en vie, je dirais, c'est les types du Hamas qui évidemment, à qui cette horreur ne fait que pousser des ailes, qui eux vivent dans les tunnels. Il paraît, d'après ce que j'ai entendu de certains Gazaouis que j'ai rencontrés,
gazaouis en exil que moi j'ai toujours pensé qu'il y avait des tunnels qui allaient en Égypte. Parce qu'il n'y a pas de raison que s'il y a 800 km de tunnels, il n'y a pas de tunnel qui traverse la frontière par-dessous. Il faudrait vraiment être un crétin pour se dire « Attends, je fais des tunnels, mais alors là, comme il y a la frontière à 50 mètres au-dessus, donc j'arrête le tunnel et je ne vais pas en Égypte. » On est chez des fous, quoi. Donc, et je lui ai dit combien il y en a, il m'a dit on me dit qu'il y en a une vingtaine. Donc ça veut dire que si c'est vrai, ça veut dire que le pays, le Hamas est totalement approvisionné en permanence par des armes, par des conseillers, par de la nourriture et par de l'argent. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il frapperait à nouveau les sites nucléaires iraniens si nécessaire, réitérant son avertissement à Téhéran de renoncer à ses ambitions de poursuivre l'enrichissement de l'uranium. Trump a souligné les commentaires du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, faits à l'animateur de Fox News, Brett Baer, dans lesquels le diplomate a décrit la gravité des dommages causés par les attaques américaines sur les principales installations nucléaires de son pays. Araghchi a déclaré que les installations d'enrichissement avaient été détruites, rapporte BuzzPlus. Bien sûr qu'elles sont détruites, comme je l'ai dit, et nous le referons si nécessaire, a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social lundi, critiquant la couverture médiatique antérieure qui avait mis en doute le niveau des dommages causés. Mais Araghchi a également déclaré que l'Iran prévoyait de poursuivre l'enrichissement de l'uranium dès qu'il en serait à nouveau capable, qualifiant cela de « source de fierté nationale ». Elle se dresse, toujours fière, dans un silence saisissant. La cité antique de Palmyre, aujourd'hui en paix après la furie du groupe État islamique et des années de guerre civile. Depuis la chute de Bachar el-Assad et la fin des combats en décembre dernier, les habitants reviennent peu à peu dans leur ville. Regarde ces destructions. Mon Dieu, quel gâchis. Pour ces deux hommes, tout juste rentrés après 15 ans d'exil, le choc est brutal. Ça, c'était le temple de Bel, avant 2011, avant l'arrivée du groupe État islamique. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Tout est détruit. Lorsqu'ils ont occupé Palmyre en 2015, les djihadistes ont dynamité ce temple, joyau de l'Orient romain, haut de 14 mètres. Nous avons le cœur arraché de voir tous ces dégâts. Ces monuments n'appartiennent pas seulement à Palmyre, ils appartiennent au monde entier. On pourra reconstruire nos maisons et nos infrastructures. Mais les antiquités, ça ne sera pas possible. Avant 2011, chaque année, 150 000 touristes s'offraient ici un voyage au IIIe siècle, du temps où Palmyre était une ville oasis prospère. Aujourd'hui, Khaldoun Al-Azeb s'inquiète de voir le site abandonné. Cet ancien chamelier est lui aussi de retour, après avoir combattu contre le régime de Bachar el-Assad. Et il s'improvise gardien de cette cité gréco-romaine, à l'ombre de laquelle il a grandi. Je viens tous les jours depuis que je suis revenu. Je passe mes journées ici pour surveiller qu'il n'y a pas de pillage. Il y en a déjà eu beaucoup pendant la guerre. Je le prends comme un devoir. Il faut absolument protéger Palmyre de nouvelles destructions. En cette période de transition politique fragile, le nouveau pouvoir islamiste condamne les destructions du groupe État islamique. Nous voici dans un lieu symbolique, le théâtre. Là où les terroristes ont exécuté 25 prisonniers en 2015. Les images glaçantes ont fait le tour du monde. Au milieu des fantômes du passé, les autorités syriennes s'interrogent sur leur capacité à reconstruire l'avenir. Nous n'avons pas les moyens logistiques nécessaires. Il nous faut des experts, des machines, des outils. Si on veut reconstruire, c'est un chantier colossal et on ne pourra pas y arriver tout seul. L'avenir de Palmyre dépend de la solidarité internationale. Pour faire revenir touristes et experts, la priorité aussi c'est la sécurité. Des cellules du groupe État islamique sont toujours retranchées dans le désert, aux portes de la cité.
Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu avec son homologue croate Gordan Grlic-Radman à Beijing. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat de coopération globale entre la Chine et la Croatie. Wang Yi a déclaré que la Chine espérait que les deux parties continueraient à défendre l'esprit d'ouverture et de bénéfices mutuels, réaliseraient de nouveaux progrès dans les relations bilatérales et promouvraient davantage les liens entre la Chine et l'UE. La Croatie est un État membre très dynamique de l'Union européenne. Nous sommes convaincus qu'elle continuera à jouer un rôle constructif au sein de l'UE pour faire progresser les relations entre la Chine et l'UE. Caroline refuse de se plier aux demandes de la justice française qui lui réclame l'accès à son algorithme. Oui, demande d'accès dans le cadre d'une enquête pénale. La plateforme d'Elon Musk est soupçonnée, entre autres, d'extraction frauduleuse de données. Elle aurait biaisé son algorithme. X rejette catégoriquement les accusations portées contre elle par le parquet de Paris. Cette enquête repose sur une application détournée du droit français afin de servir un agenda politique et de restreindre la liberté d'expression. C'est ce que dit le réseau social. Le gouvernement a ouvert une procédure. C'était fin février, après avoir reçu 2 signalements, l'un venant du député Éric Bothorel d'Ensemble pour la République et l'autre de la part d'un haut responsable d'une institution française dont l'identité n'a pas été dévoilée. L'enquête a été confiée à la gendarmerie nationale. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.